Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Levicki, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives. De l'inspiration bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Gérard Caponi. Gérard est animateur de Tantra et c'est lui qui sera à mes côtés en juillet 2021 pour accompagner les participants du stage Renaissance pour les couples. Durant ce stage, pendant 4 jours, nous allons vous accompagner à construire votre projet de couple au-delà du projet parental, à reconnecter à l'homme et la femme, à l'amant et l'amante que vous êtes. Je serai en charge de vous accompagner avec mon coaching et Gérard sera en charge de vous faire découvrir les techniques du tantra pour cultiver votre intimité. Alors j'ai personnellement découvert le tantra il y a 9 ans. J'étais mariée depuis 12 ans, les enfants avaient grandi, la petite dernière avait 5 ans, et je cherchais un stage ou un programme pour renforcer les bases de mon couple. Alors mon conjoint, qui n'était pas toujours enthousiaste pour faire des stages avec moi, a soudain été plus intéressé. En effet, les enseignements du tantra apportent de nombreux bénéfices dans la vie en général, mais ils s'appliquent aussi tout particulièrement au lit conjugal. Aujourd'hui, dans cet épisode, je voudrais échanger avec Gérard pour vous présenter ce qu'est le tantra et vous donner des pistes pour explorer dès aujourd'hui les bénéfices de cette pratique dans votre vie. Alors cet épisode est pour vous si vous avez envie de plus d'intimité dans votre vie. Vous vous sentez parfois enfermé dans une carapace qui vous empêche de vous sentir pleinement vivant. Vous aimeriez découvrir comment être en relation authentique avec vous, avec l'autre, avec la vie, avec l'amour. Dans cet épisode, nous aborderons les points suivants. Qu'est-ce que le tantra ? En quoi les enseignements du tantra sont encore valables dans les vies que nous menons aujourd'hui ? Est-ce que l'intimité et la sexualité sont la même chose ? Est-ce que la pratique du tantra a aussi des bénéfices pour les personnes célibataires ? Alors, bienvenue Gérard dans cet épisode. Bonjour Christine. Bonjour à toi. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est d'où te vient cette passion pour le tantra ? Alors, assez curieusement, je suis tombé dans le tantra, pour reprendre l'expression que tu as utilisée, tout à fait par hasard. J'ai changé à un moment ma pratique professionnelle pour devenir coach et j'ai fait une formation qui m'a permis de le devenir. Dans cette formation, il y avait une obligation de thérapie, de faire une thérapie. Alors, comme j'ai toujours été un bon élève, eh bien, j'ai donc fait une thérapie, tout en me disant, mais ça, c'est pas pour moi, ce truc-là. Et lorsque j'ai commencé, je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait du travail et que c'était tout à fait bénéfique. Et la thérapeute que j'avais choisie, un jour, m'a dit, je pense que pour toi, ce qui serait bon en complément de nos séances, c'est de faire du tantra. Et voilà donc comment a commencé cette histoire qui pour moi a duré plus de 10 ans, enfin 10 ans d'enseignement, plutôt où j'ai reçu de l'enseignement, et jusqu'à moi-même devenir enseignant de tantra. Alors, du coup, je suis curieuse, est-ce que tu serais OK pour nous partager qu'est-ce que cette thérapeute, quelle était l'intention en fait à travers le tantra ? Qu'est-ce que tu cherchais à libérer, à explorer quand elle t'a dit, je pense que ce qui serait bon pour toi, c'est le tantra ? Qu'est-ce qui était le blocage ou qu'est-ce qui était la possibilité ? Alors, cette thérapeute était une sexologue, et ce que j'avais quand même bien identifié dans mon besoin, c'est que j'avais des choses à résoudre en termes de sexualité. C'est-à-dire parfois des besoins vraiment que je n'arrivais pas à satisfaire, ou une difficulté à avoir des relations, comment dire, apaisées avec les femmes. Voilà, un certain nombre de choses qui rendaient ma vie sexuelle et affective difficile, et qui aussi me pesaient jusque dans le quotidien. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est le tantra ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu et en quelques mots nous définir qu'est-ce que c'est que le tantra ? Alors, le tantra pour moi, et après y avoir consacré beaucoup de temps,
je dirais que c'est avant tout un chemin de vie. C'est un chemin de vie qui permet d'arriver à mieux se connaître, à rentrer au fond de soi-même et d'aller jusqu'à, autant que possible, une acceptation pleine et entière de la personne que je suis. Ça peut paraître simple, ça peut paraître un peu, évident, et pourtant ça ne l'est pas. Et pour arriver à ça, eh bien, il y a énormément de blocages, de conditionnements, de réflexes, de choses qui ont été apprises, de choses qui ont été inculquées, que ce soit par les parents, par la société, par la religion, par la publicité, par les copains. Toutes choses qui est nécessaire parfois de réexaminer et de se dire, est-ce que c'est la bonne façon de faire? Voilà, c'est ça ce que je trouve être le bénéfice vraiment ultime, selon mon expérience, encore une fois, du tantra. Alors, on en reparlera probablement un petit peu plus tard dans l'épisode, mais je voudrais rebondir un petit peu sur comment je raisonne, moi, personnellement, avec ça. C'est vrai que quand j'ai découvert le tantra, on associe souvent le tantra avec la sexualité, avec le lit conjugal, comme je l'ai dit dans l'introduction de cet épisode. Et donc, on associe souvent le tantra avec être en intimité avec quelqu'un d'autre. Et donc, cultiver cette intimité avec quelqu'un d'autre et voilà, avoir développé tout ça. Et en fait, en effet, j'ai compris que si je veux rentrer en lien avec l'autre, et que si je veux travailler la relation avec l'autre, et ben en fait, le tantra m'a fait découvrir que la première chose à faire, c'était de travailler ma relation à moi. C'est que moi, si je suis plus en présence à ce que je ressens, à ce que je vis, à ce que je suis, et ben du coup, je me présente à l'autre avec plus de qualité, plus d'ouverture, plus d'acceptation. Je suis plus prédisposée, disponible à m'ouvrir à l'autre parce que d'abord, je suis ouverte à moi-même. Je ne suis pas fermée à moi-même. Et donc, pareil avec mon partenaire. Absolument. Ouais. Mm-hmm. L'image qu'on peut associer à ça, c'est est-ce que nous avons besoin de béquilles ou est-ce que nous sommes des piliers? Si j'ai besoin d'une béquille, que je rejoins une autre béquille, eh bien, c'est un équilibre fragile. Mm-hmm. En revanche, si je suis un pilier et que j'arrive à m'ouvrir, à ouvrir mes bras pour recevoir une autre personne qui est centrée, qui a son axe, eh bien là, cette relation peut avoir toute sa solidité. Mm-hmm. Et j'ai même envie de dire, si je suis un pilier et que je vais à la rencontre de quelqu'un qui est encore un peu béquille, parce que souvent on se dit le tantra, est-ce qu'il faut que les deux partenaires absolument aient cheminé ensemble? Si je suis un pilier et que je m'ouvre à quelqu'un qui est un peu béquille, l'autre ne va pas venir me titiller, me faire vaciller, je vais pouvoir être disponible à l'autre et pouvoir rentrer en lien à l'autre parce que souvent, parfois, on a des irritants dans une relation, mais en fait, ces irritants ne sont que le reflet de nos souffrances intérieures, de notre non-acceptation de qui nous sommes ou de tous nos blocages intérieurs. Tu comprends ce que je dis quand je dis ça? Oui. Et puis je dis que c'est juste, hein, c'est-à-dire que les évolutions individuelles ne sont pas toujours synchronisées et que c'est vrai que même si on peut tendre à une relation idéale, mais il y a aussi des épisodes de vie pendant lesquels eh bien, on est dans des phases de transformation pour y arriver. Mm-hmm. Ou non. Alors, quelles sont les origines de cette pratique? D'où ça vient le tantra? C'est basé sur quoi? Quelles sont les origines de tout ça? Alors, historiquement, les origines du tantra ne sont pas, garanties. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait de base historique qui ait été étudiée d'une manière très très solide. Ce qui est très probable, c'est qu'il y a eu, dans une antiquité assez ancienne, c'était avant l'ère chrétienne, des peuples, des groupements d'hommes ou de femmes qui ont vécu
en ayant une pratique du tantra qui était vraiment intégrée dans leur vie et dans l'organisation de la société. C'était probablement des sociétés matriarcales dans lesquelles il y a comme je dirais, caractéristique très, très forte une très grande bienveillance entre les personnes. J'essaie de faire ça court. Et que c'est le fondement de l'organisation de la société. Et puis, ces peuples se sont trouvés confrontés à d'autres peuples qui les ont rencontrés, qui ont envahi les territoires. Donc il y a eu probablement une histoire assez chaotique que les peuples ayant adopté le tantra étaient plutôt dans la non-violence et se sont retrouvés plus ou moins asservis. Mais leur pratique pouvait être tellement intéressante et tentante que c'était une sorte de colonisation par l'intérieur. C'est-à-dire que les peuples qui les avaient conquis, asservis, se trouvaient eux-mêmes absorbés dans le tantra par l'intérieur. Bon, c'est peut-être une image tout à fait idyllique et sans doute peut-être, je sais pas comment dire, une sorte de, peut-être de désir projeté sur une histoire ancienne. Voilà. Mais il semble qu'il y ait quand même des traces, oui, de peuples, alors soit dans la vallée de l'Indus, soit en Asie mineure, probablement dans le plateau d'Anatolie, en Turquie, dans des régions de ce genre. Et alors, comment toutes ces connaissances sont arrivées à nous aujourd'hui? Comment est-ce que notre société d'aujourd'hui a découvert ces pratiques du tantra et comment ça a été transmis, tout ça? Alors, il existe un certain nombre d'ouvrages qui font référence, mais tout ça est largement tombé dans l'oubli jusqu'au moment de la colonisation anglaise, où vraiment les Anglais ont observé dans une partie de l'Inde des pratiques qui pour l'Angleterre victorienne paraissaient vraiment des pratiques abominables, parce que justement il était question d'une sexualité assez libérée, je dirais. Et ensuite il y a un personnage dans les années 60-70 qui s'appelle Osho, qui a en quelque sorte ressuscité le tantra. C'était un philosophe, un Indien, qui a qui a replacé le tantra parmi les autres courants de pensée et les religions, et qui a posé un petit peu comme une insertion, enfin comme une proposition de dire c'est ça qui va permettre aux hommes de notre époque de vivre mieux leur époque. Et il est allé exhumer donc ce livre des secrets, qui est quelque chose d'assez ésotérique. Hein. Il y a 112 stances qui peuvent être interprétées de différentes façons. Et lui, il les a réinterprétées aussi, et il a proposé un certain nombre de pratiques. Et donc tout ça a démarré dans la ville de Pune, en Inde, dans les années 70. Ensuite, il a émigré aux États-Unis. Bon, c'est un personnage qui est quand même un peu sulfureux, hein, qui a beaucoup de détracteurs. Il a été expulsé des États-Unis d'une manière assez violente. Il est revenu en Inde et il est mort, je crois que c'est en 1969, dans des conditions un peu mystérieuses. Donc, pour dire les choses d'une manière assez soft, il y a une série dans Netflix qui est absolument passionnante sur Osho, qui est, comme toutes les séries de Netflix. Tu te souviens du nom de la série? Ça s'appelle Wild Wild World. Ah, ok, super, passionnant. Alors, est-ce que, je sais que le tantra est très très riche, mais est-ce que tu pourrais choisir peut-être, on parle de pratique, on parle d'enseignement,
peut-être nous donner quelques clés, quelques enseignements? C'est quoi le cœur de la pratique du tantra? Quand on parle de tantra, on parle de quoi et concrètement, les pratiques tournent autour de quoi? Qu'est-ce qu'on essaie d'apprendre? Qu'est-ce qu'on essaie de comprendre? Alors, le tantra, je dirais, on peut assimiler ça un petit peu à une forme de yoga, par exemple. Donc, c'est une sorte d'ascèse. Ça peut passer beaucoup par des méditations. Il y a énormément de méditations différentes qui sont ce qu'on appelle des méditations actives, qui sont proposées par Osho et qui vont aider à améliorer un certain nombre de choses dans son être intérieur. Par exemple, si je cherche à être plus axé, plus centré, il y a une méditation qui va recommander. Alors évidemment, quand on l'a fait une fois, ça ne fait pas grand-chose. Il faut la répéter, comme toutes les méditations. Il y a d'autres méditations pour travailler l'énergie intérieure, l'énergie de la Kundalini, l'énergie de la sexualité, et la faire circuler dans le corps. Il y a des méditations, il y en a une dizaine ou une douzaine qui sont toutes très intéressantes. Donc la méditation, c'est une des pratiques. Il y a beaucoup d'autres pratiques qui vont, elles, toucher à aller dans, comment on peut appeler ça, dans le dépassement de soi, ou bien aller dans le lâcher-prise. Voilà, on va travailler toutes ces choses-là, et y compris dans des pratiques qui peuvent toucher à la sexualité. Donc ça, le mieux, c'est quand même de le faire dans des stages, parce que c'est important que ce soit encadré, qu'il y ait quand même des gens qui soient là pour aider déjà à ce que la pratique soit faite correctement, pour qu'il y ait un cadre, parce que dans les stages de tantra, il y a un cadre très strict, il n'y a pas de passage à l'acte, même si on travaille sur la sexualité. Et tout ça va conduire à découvrir progressivement un certain nombre de blocages ou de conditionnements dont je parlais tout à l'heure, qui résident à l'intérieur de soi et qui méritent d'être questionnés, d'être mis en question. Et alors, les personnes qui font un stage de tantra, ou par exemple les participants qui vont venir au stage Renaissance, où il y aura une dimension de tantra, ce n'est pas un stage de tantra, c'est un stage de coaching, de développement personnel sur le couple, mais il y aura des ateliers d'introduction et de présentation du tantra dans le cadre de ce stage. Mais peut-être aussi les personnes qui font des stages plus ciblés sur le tantra, qu'est-ce qu'ils disent qu'ils retirent comme bénéfice, en fait? Qu'est-ce qui change dans leur vie après avoir fait une série d'exercices pendant quelques jours et puis ensuite, après, évidemment, les avoir amenés dans leur vie, dans leur quotidien? Qu'est-ce qu'on peut voir j'ai envie de dire, de concret, qu'est-ce qu'on peut remarquer comme changement en soi et dans sa relation quand on avance sur ce chemin du tantra? Alors, pour citer un exemple, par exemple, dans le tantra, on va apprendre à dire oui et à dire non. Alors, ça peut paraître stupide, mais si chacun a fait un petit examen de conscience, combien de fois est-ce que ça arrive à dire un oui, mais un tout petit oui, un oui qui en fait est juste un abandon, c'est juste laisser faire parce que je n'ose pas dire non. Donc je dis un oui, mais je n'ai pas envie de dire oui. Voilà, j'ai pas envie de faire des vagues, j'ai envie de préserver la paix. Ça, dans le couple, c'est très très vrai. Les personnes qui sont en couple depuis quelques années, c'est voilà, je veux pas le décevoir, je veux pas faire. Et puis ça me dérange pas trop, ça va, c'est pas ça va aller, c'est bien, ça me dérange pas dans le fond, mais c'est pas un vrai oui. C'est ça. De la même façon, dire non, c'est difficile. Pourtant, tout le monde sait ou on peut apprendre quand on devient parent que dire non aux enfants, c'est vraiment nécessaire. Sans ça, ils ne peuvent pas grandir, ils ne peuvent pas se heurter à la règle, à la loi. Eh bien, entre adultes, c'est pareil. Savoir se dire non sans le dire d'une manière violente ou agressive, mais un vrai non qui est posé parce que derrière, il y a des valeurs, parce que derrière, il y a des choses qui sont justes, c'est très important. Et c'est, voilà, ça c'est une des
des aides qu'on peut trouver dans la relation. Savoir dire oui, savoir dire non. Oui, et ça, c'est énorme. C'est quelque chose que je fais de plus en plus dans mon travail, cet exercice du oui et du non. Parce que quand on a un vrai oui et quand on sait dans la relation que l'autre, du coup, me donne un vrai oui ou me donne un vrai non, il faut que l'autre soit capable de donner un vrai non pour que je sache qu'il est capable de me donner un vrai oui. Si on ne sait Tout pas à donner un fait. vrai non, ça veut dire qu'on ne peut pas donner un vrai oui. Et dans la relation, d'avoir cette confiance que l'autre, quand il me dit oui, c'est un vrai oui, et que l'autre, quand il me dit non, c'est un vrai non, c'est un espace de liberté énorme, en fait, qui se crée dans la relation à cet endroit-là. Tout à fait. De la même façon, recevoir un non est quelque chose qui n'est pas toujours très facile, mais qui peut aussi s'apprendre et qui est très utile. Tout à fait, tout à fait. Super. Moi, personnellement, quand j'ai découvert le tantra, j'ai fait un stage de 3 jours, un stage de découverte, et j'ai eu le premier bénéfice que j'ai eu était corporel en fait. Pendant 3 jours, on a fait beaucoup d'exercices pour faire bouger la Kundalini, pour enlever des blocages intérieurs, pour faire circuler des énergies. Et en fait, j'étais très détachée de mon corps. En fait, j'étais beaucoup dans ma tête, ma relation était beaucoup dans ma tête, dans l'histoire que je me racontais autour de la relation, mais en fait, mon corps n'était pas pleinement présent à rentrer, déjà présent à moi et présent à mon conjoint. Et donc, moi, pour la petite anecdote, c'est vraiment ça qui m'a embarqué dans le tantra et qui fait que j'ai continué, que j'ai fait 2 stages encore par la suite. Donc, j'ai fait 3 stages. Euh, le deuxième soir de mon stage de tantra, j'étais avec mon mari, c'était un week-end en couple et on a fait l'amour et j'ai eu 7 orgasmes de suite. Ça ne m'était jamais arrivé de ma vie. Euh, et donc, j'ai compris à quel point j'étais devenue absente à moi-même, en fait, détachée de moi-même, enfermée dans une carapace qui faisait que, et donc à moi-même, là, je parle de ma dimension corporelle, en fait. Et donc, j'ai senti à quel point être présent à son corps et libérer, faire circuler les énergies et libérer son corps pouvait être puissant. En tout cas, moi, voilà, le lendemain, j'ai dit, je signe pour le deuxième stage. Oui, alors tu as absolument raison de citer ça. Le tantra, passe énormément par le corps, par l'expérimentation et par le corps. Et il y a beaucoup de transformations qui ont lieu sans même que la tête intervienne. Et d'ailleurs, c'est même mieux quand la tête n'intervient pas. C'est pas parce que je dis je veux changer ça que j'y arrive. Mais c'est plutôt, je fais un stage de tantra, j'ai reçu un massage ou j'ai fait je ne sais quelle pratique qui fait que une fois que le stage est fini, je me rends compte d'un changement en moi, mais qui est un changement que je n'avais pas attendu, qui est arrivé, je dirais, à mon insu. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, on parle beaucoup on parle beaucoup du tantra. Enfin, quand je parle de tantra, il y a ceux qui disent c'est une philosophie de la vie, et il y a ceux qui voient le tantra comme une pratique sexuelle, quelque chose qui se passe, qui se joue dans la chambre. Euh, qu'est-ce que tu nous dis par rapport à ça, toi? Je dis que les deux existent, c'est-à-dire que une majorité des conditionnements qu'on reçoit sont des conditionnements qui touchent à la sexualité. C'est pour ça que dans le tantra, on travaille beaucoup sur la sexualité. Mais ce n'est pas la finalité du tantra. En revanche, c'est un bénéfice secondaire qui n'est pas secondaire du tout, qui est extrêmement important et qui est extrêmement bienfaisant également dans la vie et qui est tout à fait utile et magique. Et je dirais, bon, le tantra, c'est pas une thérapie, mais comment dire, ça apporte tellement de bienfaits que ça vaut bien une thérapie. Et en plus, je dirais, ça se fait dans la joie. C'est pas un stage de tantra, c'est quelque chose où on s'amuse, qui est sympa. On rentre dans une grande intimité avec des gens en très très peu de temps. On se connaît pas 24 heures avant et 24 heures après, on est comme des frères et des sœurs. Et c'est tellement bon, waouh, pouvoir se faire des hugs
les hugs entre tantrika, c'est une façon de se reconnaître qui est infaillible. C'est juste magique. Et donc, quand en plus, effectivement, on vit ça, même en étant célibataire, en allant faire un stage, et quand on vit ça en couple, quand on vient à un stage en couple, qu'est-ce qu'on voit Ah oui, alors quand on le vit en couple ou en tant que célibataire, peu importe, on va aussi pouvoir travailler sur la sexualité vraiment en tant que telle. Par exemple, tu parlais tout à l'heure des orgasmes féminins, mais les orgasmes masculins, à 99%, les hommes pensent qu'il n'y a que l'éjaculation qui peut leur donner des orgasmes. Or, en tantra, on peut apprendre que c'est pas du tout limité à ça, que les hommes sont multi-orgasmiques, qui peuvent avoir des orgasmes énergétiques qui n'ont rien à voir avec l'éjaculation, qui peuvent même être accueillis sans éjaculation, peut-être sans érection, et même sans excitation, avec d'autres formes de pratiques. Voilà, c'est vraiment toute l'énergie sexuelle du corps qui peut être mise en œuvre, et pas seulement avec les organes génitaux. Donc voilà, ça, c'est des pratiques sur lesquelles on peut échanger. Alors ça tombe bien, justement, je voulais qu'on parle de ça, de ce lien. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que c'est la même chose, l'intimité et la sexualité? Et aussi, en fait, ce que je mets derrière ça, c'est cette idée que souvent, on a une vision très limitée de la sexualité et on vit la sexualité autour de la pénétration. Voilà, le sexe, c'est le pénis qui rentre dans le vagin. Et donc, en fait, voilà, moi, ce que le tantra m'a permis, c'est que ça m'a permis vraiment d'élargir le périmètre et le champ de l'expression de ma sexualité en y incluant toute une dimension d'intimité qui était bien au-delà des organes génitaux. Oui, c'est tout à fait vrai, ça. C'est-à-dire, tu parlais tout à l'heure de ton corps. Eh bien, par le tantra, chacun peut apprendre à mieux connaître son corps, à développer des sensations, des pratiques qui, avant le tantra, étaient tout à fait inconnues. Des mondes qui sont en nous, mais que l'on ignore. Voilà. Et effectivement, ça se traduit par une sexualité beaucoup plus variée, beaucoup plus large, beaucoup plus accueillante aux pratiques du partenaire, même lorsque ces pratiques sont ou attentes ou envies, même lorsque ces envies ne sont pas, je dirais, dans le rapport sexuel classique, comme tu disais, pénis dans vagin. C'est marrant, donc je ne sais pas si tu es au courant, mais je viens de faire une formation et je suis certifiée en tant que somatic sex coach maintenant depuis quelques mois. Et ce que j'ai vraiment compris, en fait, c'est à quel point quand on a donc tu disais tout à l'heure que beaucoup de nos jugements que nous vivons sont des jugements par rapport à notre sexualité, beaucoup de limitations que nous avons et beaucoup de conditionnements, je crois que tu as utilisé le mot conditionnement, sont des conditionnements liés à notre sexualité. Et en fait, et peut-être que tu pourras rebondir un peu là-dessus, dans notre sexualité, ce que j'ai compris, c'est qu'on aborde notre vie sexuelle dans la honte, en fait. C'est pas quelque chose, comme c'est tabou, en fait, quand on est un jeune adulte ou un jeune adolescent et qu'on commence à développer nos sexualités, on le fait en cachette. On le fait en cachette et dans la honte. Et donc, on le fait très vite. Et donc, on développe des habitudes et des réflexes et une connaissance de notre corps pour nous amener au plaisir qui, en fait, on va trouver le chemin le plus court. Pour arriver à l'orgasme. Et après, on répète ce chemin le plus court pour le reste de notre vie. Et du coup, on se gâche, ce que j'ai découvert dans le tantra et dans d'autres choses que j'ai pu faire pour développer ma sexualité, c'est qu'en fait, je pouvais complètement élargir et retourner pour explorer mon corps et explorer le corps de l'autre, sans forcément être dans une quête d'orgasme, sans forcément être dans une quête de ce pic qui est le Graal, soi-disant, et justement de découvrir plein de zones et plein de territoires inconnus, en fait. Oui, ça fait partie de ces mondes à découvrir que je citais.
Euh, Mhm. oui, je dirais, il y a des techniques, mais c'est surtout un état d'esprit. Oui. C'est, tu as cité ne plus attendre nécessairement l'orgasme. Ça, c'est une des choses essentielles. C'est ne pas avoir d'attente. C'est accueillir ce qui vient. Ça, c'est aussi un enseignement du tantra. Mhm. Ne pas avoir d'attente, accueillir ce qui vient. Mhm. Et ça se trouve dans beaucoup de pratiques tantriques, même si elles sont pas nécessairement immédiatement liées à la sexualité, mais une fois transposées dans la sexualité, ça a énormément de bénéfices. Mhm. Mhm. Alors, on arrive à la fin de cet épisode et j'aimerais bien, si possible, que tu puisses nous partager une proposition de pratique, peut-être, je ne sais pas si c'est possible, que les personnes pourraient faire soit en couple, soit s'ils sont célibataires. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de concret à tester, de simple, euh, après que les auditeurs aient écouté cet épisode? Alors, j'ai pensé à deux choses. Enfin, d'abord, il y a les méditations. Donc, les méditations, elles peuvent se trouver sur Internet avec toutes les explications et la musique sur le site de Osho, O-S-H-O. Bon, mais ça, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre. Ça dure 1 heure à chaque fois. Donc, il vaut peut-être mieux commencer dans un stage. Alors, j'ai pensé aussi à une petite pratique alors qui se fait à deux. Hein. La plupart des pratiques tantriques vont se faire à deux. Donc, même pour les célibataires, ben, c'est trouver un autre partenaire qui peut être un homme ou une femme. Enfin, ça peut se faire homme-femme ou homme-homme, femme-femme. Et je pense à la proposition suivante. Voilà. Il s'agit d'abord de se créer un environnement calme, d'être à deux et d'avoir, mettons, au minimum 1/2 heure tranquille, l'un avec l'autre, sans être dérangé. S'asseoir l'un en face de l'autre, commencer par prendre contact par les mains, par exemple en lotus, hein, ou alors, si, pour ceux qui ne pratiquent pas encore le lotus, sur chacun une chaise à 1 mètre, 1,50 m de distance. Prendre contact et ensuite se regarder dans les yeux. Alors, plus spécifiquement, regarder l'œil gauche, parce que se regarder dans les yeux, si on essaie de regarder les deux yeux en même temps, on voit flou. Donc, il s'agit de regarder l'œil gauche du partenaire. L'œil gauche, c'est la porte d'accès au cœur. Et pendant 10 minutes, sans rien dire, se regarder. Alors, pendant ces 10 minutes, il va se passer des tas de choses. Et ce qui est important à ce moment-là, d'abord, c'est de rester dans le silence, de rester dans le regard et de noter les émotions qui passent et peut-être de garder les 1 ou 2 émotions ou pensées qui sont les plus prégnantes. Et ensuite, avec chacun 10 minutes de parole, eh bien, restituer au partenaire les émotions que j'ai ressenties ou les pensées qui me sont venues. Et même si c'est difficile à dire, parce que parfois, c'est typiquement le genre de situation où on peut avoir tendance à garder pour soi ce qui se passe. Mais là, apprendre aussi à l'exprimer, et l'exprimer avec bienveillance à son partenaire. Voilà. Donc c'est valable pour les couples, c'est valable pour les célibataires, en formant au moins momentanément un couple pour travailler. Merci beaucoup pour d'avoir proposé cet exercice, qui est un exercice que je fais régulièrement avec mon conjoint. Et en effet, quand je fais cet exercice, j'ai l'impression qu'il y a l'expression me vient en anglais, parce que je vis aux États-Unis, je vais dire un melting of the heart. C'est comme si mon cœur se mettait en fait, comme si la cage que j'ai construite autour de mon cœur se mettait à fondre et je pouvais déjà ressentir ce que je ressens moi-même et ensuite oser le partager à l'autre dans un contexte où je sais que l'autre va l'entendre.
Je pense que ce qui est important, c'est de peut-être rappeler, je ne sais pas ce que tu en penses, mais que l'autre n'a pas besoin de résoudre, n'a pas besoin de faire quoi que ce soit par rapport à ce qui a été partagé. L'autre a juste besoin d'accueillir et d'entendre, en fait, de recevoir et d'être à l'écoute. Absolument, c'est Voilà. ça. Juste écouter et pas besoin de répondre. Juste écouter et recevoir. Voilà. Super. Quand on fait les 10 minutes, est-ce qu'on peut mettre une petite musique ou silence? Alors, l'idéal, oui, une petite musique, et puis même mieux, 3 petits morceaux de 10 minutes, comme ça, il n'y a même pas besoin de regarder sa montre. Il y a le premier morceau, on sait qu'on se regarde. Le deuxième morceau, il y en a un qui parle. Et si, avant de lancer la musique, on a décidé qui est le premier à parler, eh bien, il n'y a pas besoin d'échanger d'autres mots. On est vraiment dans la pureté du processus et de l'expérience. Voilà. Et alors, peut-être une petite chose à ajouter. Si c'est difficile de parler, les temps de silence font partie des 10 minutes et ne sont pas négatifs. S'il faut à une personne 1, 2 ou 3 minutes pour rassembler ses idées, pour dire comment est-ce que je veux dire ça, c'est tout à fait OK. Et que le partenaire ou la partenaire sache ne rien dire pendant ces 3 minutes-là. Pas besoin d'encouragement, rien. Juste être présent avec une attitude qui dit « je suis là, je suis avec toi et je reçois ce que tu me dis ou ce que tu n'arrives pas encore à me dire. » Formidable. Merci beaucoup pour cette conversation, pour ce partage super riche. Je me réjouis vraiment de combiner mon approche du coaching et de la vie avec cette... je te sens tellement posée, tellement habitée en fait par la puissance de ce que le tantra peut permettre dans une vie, que je me réjouis de savoir que nous serons ensemble pour accompagner les participants du stage Renaissance l'été prochain à Montpellier. Donc pour ceux et celles qui veulent en savoir plus sur ce stage Renaissance, je vous invite à aller sur mon site christinelevicky.com et vous verrez, il y a une bannière avec différents programmes qui défilent et vous verrez qu'il y aura le stage Renaissance et vous pourrez y trouver les informations. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin, Gérard, quelque chose que tu souhaites nous dire pour conclure ? Ah oui, je dirais, si vous êtes tenté par cette aventure du tantra, n'hésitez pas, allez-y. Oui, je suis d'accord avec toi. Allez-y parce que en fait, il y a un potentiel d'amour, un potentiel d'ouverture, un potentiel de vitalité, un potentiel de présence dans cette vie qui est, je veux dire sous-exploité, mais c'est pas vraiment ça le mot. Mais surtout, il y a un potentiel énorme. Et donc, le tantra est une des pratiques, une des techniques qui nous permet de s'ouvrir à tout ça et de vivre tout ça. Et c'est pour ça que moi, c'est quelque chose que j'ai mis au cœur de ma vie, parmi d'autres choses. Je ne fais pas que ça, mais voilà, c'est toujours une ressource très, très riche pour moi. Et c'est pour ça que je souhaite le partager avec les participants de mes stages. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Gérard. Et je dis au revoir à tous mes auditeurs et à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir et à bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com. À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.